La vie était simple en 1901, à l'aube du nouveau siècle. Mais l'Amérique gardait toujours à l'époque un lien ferme avec le monde agricole. Il n'y avait que 45 États dans l'Union, et il y avait une population totale qui faisait environ le double de celle de la Californie. La Première Guerre mondiale apparaissait lointaine. L'Amérique, pendant la première décennie du XXe siècle, était un pays caractérisé par la paix, la prospérité et le progrès. Le vaudeville était encore au goût du jour, mais pas pour très longtemps. Une nouvelle invention, celle du cinéma, qui semblait faire bouger les images, avait été découverte. Tout le monde était fasciné par ces spectacles plus que par toute autre chose au détriment des vedettes du vaudeville. Alors que le vaudeville fermait ses portes, le film commençait sa carrière. Beaucoup de monde participait à l'invention du cinéma, mais un des participants les plus innovateurs était Thomas Edison, un des génies américains. Il a inventé la lumière électrique et le phonographe. Il a fait breveter plus de 800 inventions, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses innovations techniques qui ont changé la vie américaine. On a vu l'apparition du premier film qui racontait une histoire. Il provenait de la compagnie Edison et était intitulé « Le grand vol du train ». Avec la rapidité de l'éclair, cette drôle d'invention, au début hésitant à susciter l'intérêt des masses, est devenue leur distraction principale. Les techniques cinématographiques permettaient d'étendre les histoires que l'on avait jusqu'à présent racontées bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Un nombre impressionnant d'histoires romantiques, mystérieuses ou aventureuses est arrivé des nouveaux studios de l'Ouest des États-Unis et est devenu un moyen de rêver pour tant d'Américains. Les cinéastes et les producteurs fixaient leur regard sur la Californie. Le soleil allait de pair avec les caméras et embellissait les images. On filmait sur place les no talking, comme on les appelait. Le public s'étonnait de la réalisation de ces projets. Le billet pour le Nickelodeon ne coûtait que 5 cents. Les Américains se passionnèrent pour ce spectacle. Cela représentait un nouveau monde d'évasion où régnait la fantaisie et l'amusement. On y trouvait des célébrités telles que Mary Pickford, qui avait été surnommée la Petite Marie, reine du cinéma. Laurie Ann Quish représentait une petite fille innocente dans une ville dominée par le mal. Claire McDowell jouait les amantes punies. Et il y avait bien sûr l'incomparable Charlie Chaplin, le roi de la comédie et de l'humour à tous les niveaux. Les cinéastes se sont aperçus qu'il y avait de nouvelles règles au point de vue comédie et qu'il valait mieux en faire plus que pas assez. Une poursuite était drôle, alors que plusieurs poursuites l'étaient encore plus. Si un policier était drôle, alors un groupe de policiers l'était plus encore.
Mais le drame sur l'écran était loin de la réalité. Cela s'est vérifié quand la Première Guerre mondiale est apparue sur film. Mais même avant cela, les histoires vraies captivaient l'imagination des Américains. Le film pouvait aussi mettre en image des tragédies comme par exemple les premières scènes d'information. En avril 1906, le plus grand tremblement de terre que la Californie ait connu, à San Francisco, a provoqué un incendie qui a complètement détruit la ville. C'est la première catastrophe américaine qui ait été filmée. Le célèbre écrivain Jack London a été lui-même le témoin de la destruction complète de San Francisco. Il ne restait rien de la ville, à part quelques souvenirs et quelques maisons dans la banlieue. San Francisco ressemblait à un cratère autour duquel il y avait à présent des milliers de réfugiés. Toutes les nouvelles et merveilleuses créations du début du XXe siècle avaient été écrasées par le tremblement de terre. Les maisons raffinées, les meilleurs éléments architecturaux, les biens de choix de la ville élaborée avaient été annihilés durant les 20 secondes de retournement subi par la croûte terrestre. Le célèbre porteur Will Irving a écrit l'épitaphe pour la ville et resté dans le cœur de nombreux Américains pendant des décennies. Le vieux San Francisco est mort, a-t-il dit. La ville la plus joyeuse, la plus animée et la plus plaisante du continent a disparu. Certains des États du centre des États-Unis, tels que l'Ohio et l'Indiana, ont ensuite connu les plus grandes inondations de l'histoire américaine, suivant de gros orages et de tornades. Un grand barrage du nord de la ville de Dayton, dans l'Ohio, a cédé et la ville s'est retrouvée envahie par un déluge. Des centaines de gens sont morts, des milliers ont perdu leur maison. Alors que les spectateurs pouvaient voir la catastrophe à l'écran, cela leur a permis de la vivre eux-mêmes. Des désastres naturels, on a ensuite passé au conflit politique. L'ancien président Theodore Roosevelt est revenu aux États-Unis en juin 1910, après un safari de 15 mois en Afrique où il a chassé des éléphants, des lions, et après avoir rendu visite à des rois et des reines dans de nombreuses capitales européennes. Le héros de la guerre mexico-américaine a été accueilli comme un roi, à New York, étant considéré comme le premier citoyen du monde. L'incroyable Teddy Roosevelt est sorti de l'obscurité africaine pour se retrouver dans le feu de l'action nationale. Celui que l'on l'appelait TR était l'un des hommes les plus remarquables de sa génération. Roosevelt avait occupé la Maison-Blanche d'une manière différente de ses prédécesseurs. Il avait 6 enfants qui couraient à travers la maison comme dans un western avec des chiens, des lapins, des écureuils et un petit ours noir. Il aimait son poste de président et les gens aimaient l'y voir. Des milliers d'Américains, non seulement de New York mais d'autres régions, ont fait savoir à l'ex-président qu'ils voulaient le revoir à la présidence. TR était plus qu'intéressé par cette idée. Roosevelt pensait que ses directives étaient oubliées et que ses conseils étaient ignorés par celui qu'il avait lui-même mis au pouvoir. Cet homme était bien sûr le lieutenant William Howard Taft, qui était président à l'époque et qui avait été un ami proche de Roosevelt. Taft était indigné à l'idée d'abandonner la direction de la Maison-Blanche et il n'avait pas l'intention de s'y résoudre. En conséquence, le Parti républicain s'est trouvé divisé. Roosevelt s'est donc présenté au présidentiel de 1912 et a fait le commentaire caractéristique suivant. « Le combat a commencé et je suis prêt à me battre. » Mais malgré son attitude de gagnant, il n'a pas pu être élu comme candidat du Parti républicain. C'est Taft qui a remporté grâce au soutien des dirigeants du parti. Se sentant trahi, Roosevelt a commencé de lui-même un nouveau parti politique en disant qu'il se sent plein d'audace comme un élan. Ce nouveau groupe politique a été surnommé le Parti de l'élan audacieux. TR s'est lancé dans sa campagne présidentielle avec un grand enthousiasme.
Nous combattons d'une façon honorable pour le bien de l'humanité, a dit Roosevelt à ses partisans. On fait face à l'Armageddon et on combat pour le Seigneur. Alors que Roosevelt combattait pour Dieu, il s'est trouvé confronté à la législation d'entraide sociale et au droit de vote des femmes. Il a rencontré de grandes foules là où il faisait sa campagne, et il est même devenu l'objet d'un attentat à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il a survécu, mais la division du Parti républicain sera fatale pour cette campagne présidentielle. Alors que Roosevelt a acquis plus de partisans que Taft, en finale, c'est le dernier venu, le candidat démocrate Woodrow Wilson, qui a emporté avec un nombre de votes surpassant ceux de Taft et de Roosevelt réunis. Le parti créé par Roosevelt a été dissolu et il a admis le combat était terminé. Nous sommes vaincus. Pour la première fois au XXe siècle, un président démocrate a été élu président des États-Unis. Woodrow Wilson était en contraste frappant avec Taft, qui était de taille large et avait une personnalité extravertie. Wilson était très instruit, austère et réformateur. Ce changement profond de direction politique à Washington annonce l'arrivée d'un bouleversement mondial. Woodrow Wilson, qui était l'ancien président de la prestigieuse université de Princeton et gouverneur progressiste du New Jersey, était aussi un activiste déterminé à résoudre les problèmes domestiques des États-Unis en éliminant les nombreux privilèges particuliers qui revenaient aux riches et en maîtrisant le pouvoir absolu des monopoles. Il a nommé son programme pour les États-Unis la Nouvelle Liberté. Woodrow Wilson était quelqu'un de très intéressant. C'était un homme fascinant. Il avait pour but de permettre à la démocratie de s'installer. C'était sa politique. Quand on regarde les 14 points de sa déclaration, on voit qu'ils étaient en relation avec l'établissement de l'égalité en Europe, avec des changements qui rendraient le système démocratique. Il avait une vision de l'avenir. Bien que ça n'était pas fonctionné après la guerre, il avait une image précise de ce que le monde devait être. Doesn't play out after the war. He's an incredible guy with a good vision. Au Mexique, une révolution était en cours. Les intérêts et la vie des Américains étaient en danger. Les Mexicains s'étaient fatigués de la colonisation et après plus de 3 ans que Wilson ait appelé des années d'observation, le président s'est senti obligé d'envoyer des troupes américaines à la frontière mexicaine. L'armée et la garde nationale se sont donc dirigés vers le conflit. Leur mission était simple. Il s'agissait de poursuivre et de capturer le révolutionnaire mexicain Pancho Villa, qui avait fait des intrusions sur le territoire américain et avait détruit des propriétés. Des hommes d'affaires puissants ont exigé que Villa soit amené aux États-Unis pour passer en justice et être jugé. Wilson a accepté. 15 000 soldats se sont préparés au combat au sud de la frontière. Mais ce n'était pas une vraie guerre. Il s'agissait plutôt d'un effort destiné à punir les Mexicains pour avoir osé défendre leur liberté. Mais avant de pouvoir punir Pancho Villa et ses partisans qui combattaient durement dans les guérillas, il fallait les trouver en traversant des endroits sauvages et difficiles. Il s'agissait d'une tâche complexe. Le brigadier général John C. Pershing a amené ses troupes dans les hauteurs du désert et rejoint par la 11e cavalerie américaine.